Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, nous faisons face à une situation extrêmement tendue sur la question du logement. Je rappelle qu'on a quand même 3,6 millions de personnes mal logées dans notre pays. Je suis très heureuse de vous présenter donc ce projet de loi qui vient d'être présenté en Conseil des ministres. Cette mesure qui est proposée aujourd'hui est attendue par de nombreux territoires. Est-ce qu'on va forcer les maires des communes où il fait bon vivre à faire les mêmes bêtises que celles qu'on a fait dans les années 60 et 70 ? On enlève les chaussures, on va se laver les mains. Donc on a un long couloir qui sert à stocker les affaires des bébés, la cuisine, qui est relativement grande, les toilettes et la chambre. Maglone habite dans un petit étroit à Paris. Avec la famille qui s'est progressivement agrandie, l'appartement est devenu trop petit. Ces deux garçons partagent déjà la même pièce et l'arrivée du troisième inquiète la jeune maman. Dans cette étagère, des dizaines de dossiers de visite. Ça c'est ce qu'on a visité avec... À chaque fois, des refus, malgré 2 salaires corrects. L'appartement qu'on essaie de louer, c'est quand même 4 000 € de frais d'agence, 6 mois, 1 mois de caution et 6 mois de caution bancaire, quoi. Et on n'est pas sûr d'être pris, donc. Maglone et sa famille sont aussi éligibles à un logement social. Son premier dossier, elle l'a déposé voilà 10 ans. Chaque année, on relance, on renvoie c'est l'avis d'imposition, je crois qu'on doit renvoyer chaque année. On reçoit la lettre, on la renvoie. Mais bon, on n'a pas eu de nouvelles là. Combien d'appartements vous avez proposé en 10 ans ? 0. Pas un appartement. À l'image de Maglone, et quel que soit le niveau de revenu, 1,5 million de personnes sont en attente d'un logement social. Et 10 millions auraient des difficultés à se loger. Constat d'échec des politiques successives en faveur de la construction. La séance est ouverte. En matière de construction, il y a un texte clé. Nous sommes en avril 2000. La loi dite SRU est adoptée par le Parlement. SRU pour solidarité et renouvellement urbain. Sa mesure principale, imposer aux communes de plus de 3 500 habitants de construire 20% de logements sociaux en 20 ans. C'est dire l'effort de la collectivité nationale pour donner un toit et des conditions de vie décentes à une majorité de nos concitoyens. Jugée trop contraignante par les élus locaux, cette loi sera régulièrement attaquée. Et en 2006, ce sera même le dernier combat de l'abbé Pierre. À 93 ans, il vient défendre le texte dans la tribune de l'Assemblée. C'est Jean-Marc Ayrault, alors député dans l'opposition, qui l'accueille ce jour-là. Nous ne voulons pas qu'on touche à la règle des 20% de logements sociaux dans toutes les communes. Merci de votre appui. Mes chers collègues, je salue la présence parmi le public de notre ancien collègue Henri Grouès, plus connu sous le nom de l'abbé Pierre. L'honneur, c'est quand le fort s'applique à aider le moins fort, à aider le faible. L'appel sera entendu, la loi appliquée. Mais 6 ans après, la situation en matière de logement reste toujours tendue. Ce mercredi 5 septembre 2012, Cécile Duflot vient présenter le plan du gouvernement avec un objectif en tête, construire 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux. Donc ce projet de loi a 2 volets qui permettront, comme son nom l'indique, une mobilisation générale en faveur du logement par un versant plus qu'incitatif, un versant assez déterminant qui est la cession du foncier public de l'État et de ses opérateurs jusqu'à avec une possibilité de décote qui pourra aller jusqu'à la gratuité
pour la construction de logements et en particulier de logements sociaux, mais avec un autre volet, ce volet qui renforce la loi qui s'appelle la loi SRU et qui fera passer de 20 à 25% le seuil de logements sociaux nécessaires et obligatoires par commune de plus de 3500 habitants. En clair, l'État s'engage à libérer des terrains, parfois gratuitement. Une liste en recense 900 au total. Et pour les maires, leurs obligations sont donc augmentées. Ceux qui ne respecteront pas cet objectif de 25% seront plus sévèrement sanctionnés. Sur les 36 000 communes de France, je pense qu'il y en a moins de 1000 qui revendiquent pour certains d'entre eux d'être hors la loi, alors que beaucoup d'autres, quelles que soient leurs étiquettes politiques, participent de cette mission d'intérêt général qui est de construire du logement social. Donc effectivement, ceux qui s'obstinent feront l'objet de sanctions qui seront des sanctions renforcées puisqu'elles seront multipliées par 5. Henri Plagnol est l'un de ces mauvais élèves. 20 ou 25% de logements sociaux dans sa commune, le député maire de Saint-Maur-des-Fossés s'y oppose et le revendique. Je ne refuserai pas d'appliquer la loi. Un maire ne peut pas refuser d'appliquer la loi. J'userai de tous les moyens juridiques pour jusqu'au bout combattre cette logique qui n'est pas efficace, qui ne créera pas un logement de plus, et tout le monde le sait, et qui est attentatoire aux principes fondamentaux de notre démocratie. Henri Plagnol le sait, les pénalités existantes sont peu contraignantes, facilement réduites en fonction des efforts consentis. En 4 ans, Saint-Maur-des-Fossés est par exemple passé de 5 à 7% de logements sociaux, suffisant pour échapper à ces pénalités. Au Sénat, les auditions sur le texte commencent. Bernard Lacharme est le secrétaire général du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées. Cession de foncier public, augmentation des objectifs et des pénalités pour les maires. Pour lui, le texte va dans le bon sens. Encore faut-il le faire appliquer. Si, comme cela se passait les années précédentes, les préfets en restent là et que certains maires acceptent de payer les amendes, on ne résout pas les problèmes. Les préfets disposent du pouvoir de faire construire les logements sociaux sur les territoires où il y a des obligations. Donc ça, c'est aussi la responsabilité du gouvernement, c'est ce qu'on attend de lui, que de faire appliquer totalement la loi. Bonjour, alors je m'excuse de vous recevoir avec retard, mais on a un peu de retard. Tu vas bien? Oui, c'est pas très grave. Claude Berry-Debat est le rapporteur du texte au Sénat. Il a 2 jours pour auditionner les principaux acteurs du logement. Voilà, donc je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation d'audition. Il s'agit bien entendu de vous entendre sur le projet de loi qui concerne le logement. Quels sont les aspects du texte qui vous paraissent positifs et, à contrario, est-ce qu'il y a des problèmes ou des points qui ne vous satisfont pas? Et troisième point, puis après on rentre dans le détail, quels sont les points de ce projet de loi qui, selon vous, mériteraient d'être complétés? 2 jours d'audition au lieu de plusieurs semaines habituellement. C'est la première fois qu'un projet de loi est étudié au Parlement dans des délais aussi courts. Prenez place. Simplement pour se présenter donc du logement au grand. Le gouvernement veut aller vite. Au lendemain de la conférence de presse de Cécile Duflot, le rapporteur au Sénat se lance dans une course contre la montre. Bonjour madame. Ça fait partie des joies du travail de rapporteur. Voilà. Le temps est contraint? Le temps est assez contraint, voilà, et puis il est important de recevoir, d'écouter, d'échanger avec des acteurs principaux que sont les collectivités et les représentants des collectivités. Donc représentants de l'AMF, représentants des communautés urbaines, représentants de la DCF, bref, non seulement les collectivités, mais également les acteurs qui interviennent directement dans la construction du logement. Voilà. Bonjour. Jean-Marc Roger est le directeur immobilier de la SNCF. Jusque-là, son cahier des charges était clair. Tirer le meilleur prix de terrains inutilisés. Depuis 2011, on a vendu un peu plus de 1 milliard d'actifs immobiliers en termes de produits de cession. Et dans ces 1 milliard, bien sûr, il y a eu toutes sortes d'opérations, des bâtiments en l'état, et parmi eux des fonciers, donc une trentaine d'hectares qui ont été concernés concrètement par des opérations de logement.
Si la loi est adoptée, la SNCF devra consentir une forte décote sur la vente de ces terrains destinés à accueillir des programmes immobiliers. Plus ces programmes prévoiront de logements sociaux, et plus la décote sera forte. Cet effort qui nous sera demandé sur la partie sociale des programmes urbains doit pouvoir trouver facilement une compensation intelligente dans le reste du programme d'aménagement de ces fonciers en question. Même logique économique pour Réseau Ferré de France. Tous deux dépendent du ministère des Transports, un ministère avec ses propres impératifs, deux opérateurs avec de fortes contraintes financières. Je crois qu'il y a une première chose pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension entre nous, c'est que notre intérêt n'est évidemment pas de garder des terrains inutiles. Nous, quand un terrain n'a pas d'usage ferroviaire, le bon sens, c'est de le vendre. Hein. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que nos tutelles, évidemment, nous mettent constamment la pression pour que nous vendions les terrains qui n'ont pas d'usage ferroviaire. Voilà, parce que c'est notamment ce qui contribue à financer l'effort de rénovation du réseau qui est monté en puissance depuis 2-3 ans. Si la SNCF s'inquiète de l'idée de gratuité de certaines parcelles, face caméra, RFF ne s'y oppose pas. Nous sommes déjà mobilisés, nous allons bien sûr amplifier cette mobilisation pour aller plus vite et puis offrir des conditions financières plus intéressantes. Et donc si le projet de la commune c'est du logement social, si le logement social est bien une priorité politique, eh bien nous irons jusqu'à 100% comme le texte le prévoit. Malgré la bonne volonté affichée, la réalité serait bien différente. Les réticences pour vendre à bas prix fréquentes. Direction l'Est de la France. Martial Bourquin est le sénateur-maire d'Audincourt. Avec un taux de logements sociaux dépassant les 30%, la ville fait partie des très bons élèves de la loi SRU. On va directement à la gare. Hein. Alors ça, c'est 11 logements sociaux, là. En plein cœur de ville. Ça a de la gueule, ça. Hein. Sur le territoire de sa commune, l'un des 900 terrains identifiés par le ministère du Logement. Ce terrain, le voici, une friche de 5 hectares laissée à l'abandon. Bonjour monsieur. César. Alors César, hein, bien sûr. Vous allez bien? Bien, vous aussi? Non, vous allez en faire quoi de là-bas? Ben justement, on en parle là, on veut l'acheter. J'ai rendez-vous dans les jours qui viennent avec RFF et l'idée c'est de faire un écoquartier. Mais surtout, regardez, dans l'état où c'est pas possible, ça reste comme ça. Les négociations avec RFF durent depuis plusieurs années. La municipalité souhaite acheter ce terrain, mais le prix demandé est trop élevé. L'écoquartier espéré fait pourtant une large place à des logements sociaux. Les domaines ont évalué à 8 € le mètre carré, ce terrain. Et RFF a voulu nous le vendre à un moment donné 90 € le mètre carré. Ensuite, ils sont tombés, après discussion, à 50. Et ils étaient à 25 au dernier. Comme j'avais dit une fois, on était un peu dans la vérité si je mens. Hein. C'était assez incroyable de vouloir vendre un terrain comme celui-là à un prix pareil. Parce qu'il faut savoir qu'une fois ce terrain acheté, dépollué, le plus dur reste à faire. Il faut investir plusieurs millions d'euros pour le rendre habitable, pour mettre des réseaux en place. Et c'est pour cela qu'il était dommage que l'État bloque des parcelles comme ça. Et je sais que ça se fait dans plusieurs villes de France. Avec le projet de loi discuté au Parlement, la donne pourrait changer. RFF aurait l'obligation de vendre vite et avec une forte décote. Ce sont des discussions sans fin. J'en veux tant, l'administration n'est pas intéressée pour le vendre immédiatement. Et là, je pense que pour Audincourt, mais aussi pour de nombreuses villes, ça va être l'occasion de débloquer les dossiers. Comment ? Retour à Paris. Nous sommes dans le 12e arrondissement. Jean-Marc Ayrault et Cécile Duflot ont donné rendez-vous à la presse à la caserne de Reuilly. C'est un des sites appelés à accueillir un programme de logements sociaux. On voit ici l'ensemble des bâtiments historiques et c'est à peu près à la moitié des logements qui seront réalisés en réhabilitation. Le Premier ministre est là pour défendre le texte et l'urgence de son adoption. Une visite sur fond de polémique. La liste de terrains présentée 2 jours plus tôt par la ministre se révèle très imparfaite. Sur les 900 fonciers identifiés, certains seraient déjà vendus, d'autres indisponibles. Le gouvernement est accusé de précipitation.
c'est un changement d'objectif, c'est un changement d'ambition, mais c'est aussi un changement de méthode. Et donc il y a des conservatismes, il y a des résistances. Au point d'ailleurs que je voyais une liste publiée par France Domaine qui ne correspond pas tout à fait à notre commande. Eh bien là aussi, des choses changeront. Je ne mets pas les personnes en cause. Je dis simplement que la culture précédente, c'était surtout ne donnez pas les terrains, même si c'est pour du logement social, vendez-les pour faire davantage de recettes pour l'État. Ça pouvait se comprendre, mais c'était une autre logique. Donc il faut tourner cette page. Dans le collimateur de Jean-Marc Ayrault, les services de France Domaine chargés de gérer le patrimoine de l'État. Alors simple erreur administrative ou vraie réticence. Au Sénat, le cabinet de la ministre du Logement attend d'être auditionné. Et visiblement, c'est l'incompréhension. Là-dessus, c'est avoir comme un bleu en disant ce truc, si c'est une liste qui émane d'un service administratif de l'État, pensez que c'est solide, carré, exhaustif. Dernières auditions au Sénat. Comme beaucoup d'associations, la Fondation Abbé Pierre défend le texte, même si cette loi ne doit être qu'une première étape. C'est un premier étage de la fusée qui comprend beaucoup d'étages pour résoudre la crise du logement. Financer 150 000 logements sociaux, réguler les prix des loyers, permettre à la baisse, permettre de les faire baisser ces loyers. Tout un débat aussi sur la mobilisation du parc privé. Si on veut construire 500 000 logements, il va falloir des mesures pour booster cette construction, parce que s'il n'y a pas ce travail de construction massive, durable, on continuera à avoir un déficit comme c'est le cas aujourd'hui et donc des effets d'exclusion. Au final, en 2 jours, le rapporteur aura auditionné une quinzaine d'acteurs du logement, élus, promoteurs, office HLM. Unanimement, il se félicite des dispositions contenues dans la loi. Donc ça, quelque chose, c'est une unanimité à retenir et à souligner. Après, chacun, en fonction des instances qu'ils représentent, ils ont des remarques à faire pour améliorer le dispositif, dont je proposerai un certain nombre d'amendements en commission qui seront effectivement proposés en séance, et puis on étudiera ensuite les amendements de nos collègues qui ne vont pas manquer d'arriver dans un certain nombre de domaines. En pratique, le rapporteur doit maintenant rédiger un texte, et c'est ce texte de la commission qui est ensuite débattu en séance. Problème, les délais imposés par le gouvernement sont trop courts. La séance a lieu dans 3 jours. Il n'y a pas de texte commission. Non, il y a un Pour rapport. une fois, il n'y aura pas de texte commission. Non, on ne peut pas. Voilà, on va se faire un peu. Voilà, il n'y a pas de texte commission. Là, vous allez vous faire, Ah bon, ça c'est sûr. Ça, c'est garanti. C'est matériellement pas possible et en fait. J'ai bien compris, mais bon, ça. Et surtout, non, il y a un rapport. Il y a un rapport oral du rapporteur qui sera après son rapport oral qui deviendra écrit. Et après, les amendements seront examinés en directement séance. En séance. Voilà. Honnêtement, ça aurait été mieux. Bon, mais c'est comme ça. Bon, voilà. C'est dommage sur la forme. Ça, voilà. On va discuter pendant des heures. Ah, mais je pense que voilà, mais je suis d'accord. Alors que sur le texte fond opérationnel rapidement, c'est ça l'enjeu. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Bon, écoute. Allez. Donc à mardi matin. Au revoir. Bien, ça va pas la main. Merci. À bientôt. Il est passé par là. Benoît Apparu a été le dernier ministre du Logement dans le gouvernement de François Fillon. Ce matin au Sénat, il est attendu par le groupe UMP pour une rencontre de travail sur le projet de loi en faveur du logement. Pour Jean-Claude Gaudin, c'est d'abord la forme qui dérange plus que le fond. Le Sénat n'a pas l'habitude de travailler comme ça, sous la pression, les exigences du gouvernement. Ici, nous sommes une assemblée qui a la réputation de prendre son temps, de la sagesse, de l'expérience, de la compétence. Regardez, c'est ce matin même, alors que le texte arrive cet après-midi à 15h en discussion, il y a 2 réunions des commissions compétentes, une qui se tient à l'instant même et une qui se tiendra à midi. C'est pas du bon travail et nous demandons au président Bell de faire en sorte que le Sénat puisse travailler d'une manière apaisée et profitable à l'intérêt des Françaises et des Français. Merci. L'ancien ministre du Logement a d'abord rappelé un bilan, 130 000 logements sociaux en moyenne chaque année durant le précédent quinquennat.
S'ils partagent les objectifs du nouveau texte, certaines dispositions inquiètent. Pendant 1 heure, les sénateurs préparent leurs éléments de langage, leurs lignes d'attaque pour les débats prévus dans l'après-midi. Ce n'est pas un texte sur lequel on aura une opposition lourde, farouche des sénateurs UMP. Parce qu'il y a des éléments positifs dans ce texte de loi. Mais comme tout, le diable se niche dans les détails. Le 20 à 25% de logements sociaux, on peut être d'accord. Le calendrier qui est proposé est d'une absurdité complète. Donc on peut être d'accord sur un objectif et un principe, mais sur les modalités d'application, se dire non, la modalité d'application est véritablement dangereuse. 2 étages plus haut, la commission de l'économie est réunie autour du rapporteur du texte. Claude Berry-Debat présente sa synthèse après les auditions et surtout les amendements qu'il souhaite apporter au projet de loi. C'est l'acte 1 de la mise en place, de la mise en route du projet de loi. Comme vous le savez tous, les titres 1 et 2 du projet de loi visent à mettre en œuvre des engagements forts du président de la République en matière de logement, avec la construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux. Vous comprenez donc qu'au terme de mes travaux, j'estime en tant que rapporteur que ce texte constitue une avancée importante. Je vous proposerai tout à l'heure une dizaine d'amendements qui ne remettent pas donc aucunement en cause son équilibre. Le rapporteur veut par exemple imposer la gratuité comme principe lors de la vente des terrains publics et assurer un minimum de logements très sociaux dans les futurs projets immobiliers. Nous ne serons pas autorisés à suivre les débats, mais les échanges seront vifs entre sénateurs de la majorité et d'opposition. Monsieur le Président, le XXIe siècle sera-t-il celui de la civilisation urbaine? C'est avec cette interrogation qu'il y a 12 ans, Jean-Claude Guesseau était venu présenter la loi Solidarité et Renouvellement Urbain devant le Parlement. Aujourd'hui, en ce 11 septembre 2012, le texte que je vous présente n'est ni une loi pour la ville, ni une loi pour les campagnes. Ce n'est pas non plus une loi pour le bâti ou pour l'urbain, c'est tout simplement une loi pour l'humain. Alors le gouvernement est-il allé trop vite? Plusieurs recours visant à l'annulation de la procédure sont déposés par l'opposition. Après vote, tous sont rejetés. Colère sur les bancs de l'UMP. Le vrai sujet, quand on est au Parlement, quand on respecte la Constitution, quand on a des institutions républicaines, c'est de les respecter. Parce que si même ça, vous les bafouez, si même ça, vous les foulez aux pieds, comment demain, sur d'autres textes, avec d'autres gouvernements, avec d'autres majorités, vous allez vous faire respecter? Les débats sur le fond vont durer 2 jours et 2 nuits. Plus de 160 amendements et un principal point de désaccord, le seuil de 25% de logement social, ou plutôt le délai pour l'atteindre, fixé à 2025. Le scénario que vous proposez n'est pas tenable. Je vais prendre un exemple concret d'une commune qui, d'ici 12 ans, souhaite répondre à l'ensemble des besoins de sa population et donc développer une offre diversifiée. Cette commune, qui est la mienne, Le Soleil, est une commune de 7000 habitants. Pour bien comprendre ces inquiétudes, direction sa ville du Soleil, dans l'agglomération de Perpignan. En 2007, le taux de logement social n'était ici que de 3%. La commune payait alors 38 000 € de pénalité. Depuis, le sénateur-maire a lancé un vaste programme immobilier. Finalement, dans cette ville, on aura en 5 ans multiplié par 5 le nombre des logements sociaux, grâce bien sûr à la collaboration avec l'agglomération, la région et l'État, bien sûr. Et ça nous permet d'ailleurs d'échapper aux pénalités de la loi SRU. Voilà. Donc c'est aussi très important, puisque c'est des pénalités qui portent sur le budget de fonctionnement. Ce nouveau quartier, le voici, avec des logements sociaux, mais pas seulement. On a rattrapé notre retard petit à petit en augmentant le pourcentage, en restant quand même dans des choses raisonnables, puisqu'il y a une harmonie impeccable. Ce lotissement fonctionne maintenant depuis 3 ans. François Calvet a fait son calcul.
25% de logements sociaux d'ici à 2025. Cet objectif fixé par la loi ne serait pas tenable pour sa commune. Regardez ici, pour faire les 120 logements que nous venons de réaliser, il nous a fallu 4 ans. Il faut que j'en fasse 600 pour répondre à la loi SRU à 25%. 600 en 12 ans, je ne les ferai pas. J'en ferai 300, mais j'en ferai pas 600. Monsieur Calvé, le maire. Hein. Voilà. Bonjour, oui. À vouloir trop pousser, il ne faudrait pas qu'on tombe dans les ghettos. C'est-à-dire qu'on produise 80% de logements sociaux et 20% de résidences principales. Là, ça peut déraper, quoi, pour échapper aux pénalités, puisqu'on multiplie les pénalités par 5, je le rappelle, que ces pénalités peuvent représenter 10% du budget de fonctionnement de la commune, et ici, ça peut aller jusqu'à 600 000 €. Donc voilà, ça serait bon, dans l'absurde, hein, mais enfin, l'absurde est prévu par la loi. Une partie de ces 300 logements sociaux se feront sur ce terrain. Les travaux viennent de commencer. Mais au-delà des délais, c'est aussi le financement qui, selon le sénateur-maire, va manquer. Rien que sur l'agglomération de Perpignan, il faudrait que l'État soutienne la construction de 18 000 logements pour respecter la future loi. Ce n'est pas les 120 millions d'euros du fonds de l'Agence nationale qui vont permettre de réussir ce pari, qui est un pari ambitieux, intéressant, mais à mon avis, il y a quand même beaucoup de choses qu'on doit compléter. En séance et en guise de réponse, la ministre l'a souvent rappelé, ce texte n'est qu'une première étape. Après 2 jours de débat, son projet de loi est adopté par le Sénat malgré l'opposition du centre et de l'UMP. Un amendement du rapporteur vient même renforcer la notion de gratuité des fonciers publics contre l'avis du gouvernement. Le texte est donc adopté. Madame la ministre, vous souhaitez la parole ? Je voudrais simplement remercier l'ensemble des sénateurs et des sénatrices qui ont participé à la discussion de ce projet de loi. J'ai été très sensible à l'intérêt que vous avez porté effectivement dans des conditions peut-être un petit peu difficiles, mais il y a eu quand même un travail sur le fond très intéressant et ça n'était qu'une première étape puisque je pense que beau travail. C'était pas évident. Non mais c'était réussi, en plus ça avait plutôt, c'était bien fait. S'il y a des choses auxquelles tu tiens, dis-le, je le passerai à Bruno. Alors ça j'y tiens, Ouais. et puis je tiens surtout aux 2 amendements qu'on a fait partie contre l'avis du gouvernement, hein, c'est-à-dire la décote a été annoncée à 100%. Ce qui me semble tout simplement de permettre au président de la République de tenir ses engagements, c'est tout. Bon, je crois que tu veux pas faire. Moi je porte l'avis du gouvernement, Oui, non, mais avec une discipline de fer, Oui, même quand même quand tu ne penses pas. Mais ça m'arrive aussi. je ne peux que m'estimer très très satisfait de ce vote, de ce premier projet de loi sur une grande clause nationale, d'urgence nationale, qu'est le logement. Deux semaines plus tard, à l'Assemblée, le texte n'est pas adopté dans les mêmes termes. C'est une commission mixte réunissant 7 sénateurs et 7 députés qui doit parvenir à un compromis. Il y a tout là, avec le tableau comparatif des textes, votés par le Sénat d'abord et l'Assemblée ensuite. Et voilà. Les articles qui posent problème après. Tout le monde est là ? Il n'y a pas de point d'achoppement sur le cœur du sujet. Non, franchement, on a des discussions, mais qui sont vraiment des discussions de détail. Principale modification apportée au texte initial, les communes entre 1500 et 3500 habitants ont désormais l'obligation d'atteindre les 10% de logement social. Cette disposition ne concerne que les communes situées sur de grandes agglomérations. L'idée du rapporteur de faire de la gratuité des fonciers un principe est en revanche rejetée. À la sortie, Claude Berry-Debat se montre pourtant satisfait. Il y a un compromis qui est sorti entre les propositions du Sénat, la loi telle qu'elle avait été votée au Sénat et celle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Mission accomplie, voilà.